Bien, merci. On demandait la parole au général Delaprelle. Oui, merci beaucoup. Je serai bref. Je voudrais juste répondre sur 2 points. Pour les blessés médulaires, vous avez souligné que l'Institution nationale des invalides était un des pôles d'excellence, entre guillemets, dans la région Île-de-France et même au plan national pour les blessés médulaires. Je souligne que ce résultat a été obtenu à la suite de la création d'une association qui s'appelle La Voix des blessés médulaires, titulaire de l'article L115, qui, j'allais dire à la force du poignet, a obtenu que soit réouvert le bloc opératoire qui avait été fermé en 2007, ce qui était une catastrophe pour cette catégorie de blessés. Cette association a aussi réussi, entre guillemets, à faire accepter aux invalides que le professeur Lorta Jacob, venant de Garches, où il avait quitté son service, vienne opérer. Et une partie de sa clientèle est venue, et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on a vu une sorte de résurrection de son centre de traité médulaire de l'Institution nationale des invalides dès 2009, date de son arrivée. Malheureusement, le professeur Lorta Jacob, il est maintenant parti, il n'est pas remplacé, et on constate qu'on s'oriente à nouveau vers une fermeture de ce bloc opératoire et vers une situation dans laquelle l'Institution nationale des invalides, dans sa partie centre médico-chirurgical, va profiter, entre guillemets, essentiellement à une patientèle solvable du 7e arrondissement qui vient profiter des installations du centre de réadaptation fonctionnelle et de rééducation avec un médecin général éminemment compétent qui est bardé de lettres de recommandation, de félicitations, etc., qui ne proviennent pas des blessés médulaires. Merci. Deuxième point, sur l'Office national des anciens combattants, vous avez évoqué le problème des PMI. J'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Antoine il y a peu de temps, et nous avons obtenu que le contrôleur des armées Charlet, qui est son numéro 2, soit associé au groupe de travail que nous avons constitué. Parce que nous avons constaté avec étonnement que l'Office national des anciens combattants ne se sentait pas concerné ou n'avait pas été sollicité pour participer à ces travaux d'écriture, de refonte du Code des pensions militaires d'invalidité. Donc je pense que là, on est en train de réparer une situation qui n'était pas normale. Le problème, c'est que l'ONAC, comme vous l'avez souligné, il est engagé sur une multitude de fronts avec des moyens limités et je ne suis pas persuadé qu'il dispose de la capacité quantitative et qualitative de s'impliquer dans ce travail de la relecture de ce qui a été écrit dans le cadre de cette refonte, qui est un travail colossal. Bien, merci. Monsieur Gouja pour l'UFAC. Vous permettez oui, monsieur le très brève. Oui, très brève alors. Je crois que le ministère de la Défense n'a vraiment rien à se reprocher. Et le dossier blessé, pareil. Et je donne acte de cette affaire-là. Le problème aujourd'hui, c'est le ministère de la Justice. On a vraiment un grave problème dans le traitement du tribunal des pensions, dans la désignation des experts, dans les avocats désignés d'office qui ne connaissent rien au Code des pensions militaires d'invalidité. Enfin bref, merci. Oui, Monsieur le Président, je voudrais répondre à Madame la rapporteure qu'en d'autres lieux, d'ailleurs, je pourrais appeler chers collègues, puisqu'elle représente l'Assemblée nationale au sein du conseil d'administration de l'Office national, dont je suis le premier vice-président et à ce titre président de sa commission permanente. Pour simplement rappeler que c'est lundi que le conseil d'administration sera appelé à s'exprimer et à adopter, je le pense, le contrat d'objectifs et de performance établi pour la période 2014-2018. Or, tous les travaux préliminaires avaient pour but de répondre à l'attente des anciens combattants vis-à-vis de l'établissement public de l'Office national. En réalité, ce que nous considérons, c'est que l'Office national est véritablement le lieu de rencontre privilégié de l'ancien combattant et de son administration. Je dirais de l'ancien combattant et de la victime de guerre, car souvent, malheureusement, on les oublie trop souvent. Et à partir de là, le travail qui a été effectué nous laisse supposer que dans les 4 années à venir, nous allons avoir en l'Office national un outil performant au service des anciens combattants et des victimes de guerre. La seule chose, bien entendu, c'est que entre ce qui est écrit et ce qui peut être réalisé par rapport aux moyens
qui sont fournis, il est bien certain qu'il faut prendre en considération qu'à l'heure actuelle, l'Office engrange des missions qui lui sont confiées et qui, bien entendu, doivent être mises en rapport avec les moyens également qui lui sont confiés. Mais un mot simplement, madame, par rapport à la labellisation, je peux vous dire que c'est l'idée du monde combattant, d'ailleurs, au sein de l'Office, d'avoir créé la labellisation des maisons de retraite. Parce que nous avons considéré que c'était la méthode de façon à étendre sur l'ensemble du territoire la représentation de l'Office au sein de maisons de retraite. Car le parc de l'Office devait avoir 7 ou 8 maisons de retraite, ce qui n'était pas suffisant pour couvrir l'ensemble du pays. Donc, si la proposition pouvait être retenue d'une labellisation à envisager vis-à-vis des centres de formation qui reprendraient les écoles professionnelles, c'est bien volontiers, bien entendu, que nous pouvons travailler pour trouver les méthodes les plus adaptées. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Buisset. Oui, je voudrais répondre à Madame Zanetti concernant les veuves et le groupe de travail. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'à l'heure actuelle, le ministère a constitué un groupe de travail, donc à une certaine date, qu'il s'est réuni 2 fois et que ces 2 réunions n'ont débouché sur rien. On nous a demandé ce que nous voulions, mais nous, quand on a voulu savoir ce que le ministère voulait mettre dans la balance, on nous a répondu « vous verrez, le 2 octobre, on vous répondra ». Donc, si vous voulez, on est prêt à s'engager et à essayer de travailler avec le ministère, mais à condition qu'on travaille. Mais non pas que faire une réunion pour se réunir et dire bonjour, au revoir. C'est pas la peine. C'est ça le problème actuel. C'est que actuellement, on répond aux députés. On répond aux députés. Un groupe le 9 septembre. Je reprends. Le 9 septembre, un groupe sera constitué, alors qu'il est déjà constitué depuis le 28 avril. Et on vous répond, à vous, Madame le rapporteur, que le groupe de travail a travaillé. Rien. On a travaillé sur rien. C'est là le problème. Donc on est prêt à participer, bien évidemment, mais pour travailler, pour trouver une solution, pour essayer de faire avancer le problème de ces veuves. Parce qu'à l'heure actuelle, rien n'avance. Et comme je vous le disais tout à l'heure, elles ont plus de 90 ans, et dans quelques années, le problème sera réglé tout seul. C'est ça le problème actuel. Voilà, j'ai répondu. Si. Merci, même si l'heure n'est pas à la plaisanterie, mais je vous dirais que dans cette maison, le fait d'avoir eu 2 réunions qui n'ont pas encore servi à quelque chose n'est pas quelque chose qui est de nature à nous étonner. Général Pinard-Legris. Je réponds à Monsieur Guillotot, les yeux dans les yeux, et je suis, non pas surpris, mais je suis un peu déçu qu'il utilise cette enceinte pour relancer un propos, relancer une affaire qui date d'il y a à peu près 1 an. Très rapidement, au cours d'un débat, M. Guillotot, qui n'était pas d'accord avec certaines positions sur la force de frappe de 2 hommes politiques, Rocard et Juppé, et 2 officiers généraux, Desportes et Norlin, a soigneusement omis de citer les hommes politiques dans leur désaccord et leur âge peut-être, pour dénigrer les généraux Norlin et Desportes. D'ailleurs, les 2 n'avaient pas exactement la même position sur la question nucléaire, puisque le général Desportes ne s'est jamais opposé à l'armement nucléaire, mais simplement réfléchit sur et fait des propositions pour qu'il y ait un rééquilibrage entre les forces conventionnelles et les forces nucléaires. Bon. Peu importe, c'est un autre aspect. Mais ce que la ZAF n'accepte pas, et son président, élu chaque année depuis 5 ans, c'est qu'on s'en prenne, d'abord on déforme les propos tenus par les uns et par les autres, et deuxièmement, insulte. Et vous l'avez confirmé encore en disant qu'il a été jeté de l'armée. Le général Desportes n'a pas été jeté de l'armée. De toute façon, s'il a été jeté, c'est sans doute une grave faute, parce que le général Desportes a quand même une connaissance et une valeur qui est aujourd'hui reconnue partout. Il a le tort, c'est vrai, de s'exprimer avec franchise, de façon argumentée. On peut ne pas être d'accord,
Mais il ne faut pas considérer que parce qu'on n'est pas d'accord, alors c'est un vieux crouton, entre parenthèses, comme les officiers généraux deuxième section, et ça, ce n'est pas acceptable. Alors, je ne tiens pas les propos exacts que vous avez tenus, parce que vous comprenez que depuis le temps, il y a beaucoup de choses qui sont passées, mais tant que je serai président de l'association de soutien à l'armée française, eh bien, je participerai à la défense de l'armée, c'est-à-dire de ses personnels, qu'ils soient officiers, sous-officiers ou soldats, anciens ou actuels. Voilà, j'ai terminé. Bien, merci mon général. Définitivement. Chacun fait son devoir en fonction de ce qu'il estime être son devoir. Donc, Monsieur Guillotot, pour vraiment, parce que je pense qu'on est un peu hors sujet. Pardon, mais enfin, 2 secondes. On n'est pas hors sujet, mais on est à l'Assemblée et je considère que j'aurais la même attitude pour n'importe quel collègue. Moi, en général, je n'ai jamais réagi dans la presse, même si elle m'a sollicité dans cette affaire-là, contrairement à d'autres. Je n'ai pas utilisé les mots que vous avez utilisés à l'égard de ce militaire qui a été invité à sortir des rangs par le chef d'état-major des armées, je vous rappelle quand même. Oui, le ministre, mais le chef d'état-major des armées. Non, mais attendez, vous voyez, vous continuez là. Vous continuez. Bon, voilà. Acheminez-vous vers votre conclusion, Monsieur Guillotot, et mon général, vous n'avez pas la parole. Bon, je voudrais simplement vous dire que dans cette affaire-là, vous parlez du ministre, mais le ministre actuel m'a apporté son soutien. Je vous ai dit que 2 chefs d'état-major m'ont apporté leur soutien, que beaucoup d'anciens militaires et de militaires d'actifs m'ont apporté leur soutien sur les propos que j'ai tenus. Moi, j'ai un tort pour vous, ou peut-être une difficulté pour vous, c'est que je suis né le 18 juin et que je défendrai toujours la posture du général de Gaulle sur la dissuasion nucléaire, et que dans ma famille, on a toujours été des défenseurs de l'armée française et de la République française, et je le ferai jusqu'au bout. Bien, merci. Monsieur Attard-Bérou. Donc, Monsieur le Président, donc pour répondre à la question, premièrement, sur l'ONAC, on est très attaché à la cogestion entre l'administration et les associations. Sur le COP, on a été plus ou moins mis quand même devant le fait accompli, puisque on a un pavé à lire, mais on n'a pas réellement participé à la préparation. Sur le parcours des blessés, je souhaiterais que vous notiez que dans le cadre du parcours des blessés, les séances de neuropsychologie ne sont pas prises en compte pour les militaires qui ont été blessés, ce qui est quand même bien dommage. Alors que si je ne vais pas vous refaire le code, mais normalement ça devrait pouvoir rentrer dans le parcours si le blessé en a besoin. Et sur la labellisation, bien évidemment, si vous voulez, l'idée c'est déjà de commencer par le même schéma que la labellisation des maisons de retraite, pas uniquement les ERP qu'on va laisser partir. Déjà, où vont-ils partir? Quels sont les opérateurs? Mais nous sommes administrateurs, nous ne le savons pas. Peut-être qu'on nous le dira lundi, ce qui serait peut-être déjà une bonne chose. Et il y a un argument que, pour ma part, je ne peux difficilement entendre, c'est que sur le pourcentage des militaires ou des blessés à l'heure actuelle, n'oublions pas que si on en arrive là, c'est peut-être la continuité d'une politique qui nous a fait nous tourner sur d'autres populations. Ça, si vous voulez, maintenant, on ne peut pas être comptable de ce qui se passe à l'heure actuelle, parce qu'en fin de compte, on pourrait vous citer les ministres qui nous ont poussés à en arriver là. Voilà, nous ne sommes pas comptables de ce qui est en train de se passer. Mais c'est souvent l'argument qu'on nous renvoie en disant les statistiques. Certes, les statistiques, mais il faut voir comment elles sont arrivées. Voilà, si vous voulez, un petit peu. Et après, on pourrait étendre. Vous avez beaucoup de centres de formation qui travaillent déjà avec l'ONAC, qui sont subventionnés par l'ONAC. Il est important de mettre une charte de qualité. Ils vont avoir des militaires ou des blessés d'opérations extérieures. Ils doivent adhérer à une charte de qualité. Et avec cette charte de qualité, il peut y avoir aussi une labellisation. Je prendrai un exemple. Pas mal de militaires veulent continuer dans la sécurité. Pour certains, il y a le côté garde du corps
qui les font un petit peu donc rêver. Ils vont donc au moins donc, dans 2 établissements. Donc on leur fait donc un devis donc pour une formation de 6 000 €, moitié donc en France. C'est très peu donc sur la législation, et après ça va donc à l'étranger. Et c'est l'ONAC qui paye. Est-ce que c'est réellement donc une pratique? Donc peut-être qu'avec cette charte de qualité, ça obligerait donc les centres donc de formation ou donc les écoles donc de reconversion d'avoir donc une qualité d'enseignement dispensé donc à ces militaires, donc à ces blessés. Voilà ce que je pouvais donc dire. Merci, M. Huet. Est-ce qu'il sera peut-être... Ah. Oui, mais je vais essayer de conclure, s'il vous plaît. Tout d'abord, vous avez pu remarquer qu'on a un certain nombre d'attentes. Je m'étais fait une petite conclusion. Je pense qu'un calendrier précis de réalisation s'impose, car notre génération du feu est touchée par une disparition accélérée de ses composantes, ce qui génère fatalement des marges de manœuvre qui iront en augmentant. L'accélération du rythme de la mortalité des anciens combattants ne doit pas servir à l'équilibre du budget, mais aider à régler le contentieux avant que les décès ne le fassent naturellement. Merci. Donc, Monsieur Statt a demandé également la parole. Oui, juste une remarque, c'est sur la manière quand on va faire les missions qu'on confie à l'ONAC. Je crois que la remarque qui a été faite est très importante parce que l'ONAC, pour moi, continue à jouer un rôle central des enjeux concernant l'ensemble des questions des anciens combattants, et plusieurs interventions de nos amis, des associations l'ont marqué. Mais pour les rapporteurs que vous êtes et pour les interventions que vous êtes on ne peut pas accepter de donner de plus en plus de missions à l'ONAC et de moins en moins de moyens, parce qu'au bout d'un moment, on va nous dire l'ONAC a telle mission, a telle mission, a telle mission, et l'ONAC va répondre l'année suivante, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens. Et résultat, je me permets, parce que plusieurs interventions ont touché au centre de santé, au centre de soins, au Val-de-Grâce, à l'institution des Invalides. Je crois qu'il faut... Je voulais juste... C'est une réponse que je voulais faire. C'est simplement, si l'ONAC a des missions, il faut lui donner des moyens supplémentaires. Parce que sinon, c'est aujourd'hui répondre à nos questions et demain leur tourner le dos parce qu'il n'y aura pas les moyens. Voilà la seule précision que je voulais faire. Mais merci. Moi, je comprends votre inquiétude. Hein. Simplement, je crois que tout ce qui va être examiné, d'ailleurs, la semaine prochaine, au sein du conseil d'administration de l'ONAC, c'est bien, je pense, le souci du ministre d'avoir voulu rajouter un certain nombre de missions pour pouvoir garder un maillage territorial significatif. C'est-à-dire que les seules missions historiques de l'ONAC ne permettaient peut-être pas de justifier, de continuer à avoir ce maillage territorial. Et justement, les missions supplémentaires donnent de la matière à l'ONAC et lui donnent un avenir, en quelque sorte. Et donc, moi, je comprends la question des moyens et que la question se pose, mais enfin, il peut y avoir deux façons de le voir. Hein. On a déjà regroupé des départements, on a déjà supprimé des départements regroupant des départements sur un seul centre de l'ONAC. Mais c'est bien en voyant ça se faire que la crainte était qu'il puisse y avoir une désertification. Bien, eh bien, écoutez, je vous remercie je pense que c'était extrêmement intéressant, même si de temps en temps nous avons répondu à des questions qui avaient été posées un peu avant, mais je pense que le compte-rendu de cette audition sera extrêmement intéressant parce qu'il était très riche. En tout cas, merci à tous de nous avoir exprimé vos convictions. Et voilà, la séance est donc levée. Je rappelle à mes collègues que nous nous retrouverons lundi prochain en commission élargie à 17h pour le budget des anciens combattants, et d'autres réunions suivront dans la semaine.